Chapitre 16. Ce que trafique Z. 16-17 mars 2004. Pendant que Harry et Truston retournaient vers les bureaux, Pritchard continua de superviser le déblaiement du bâtiment. Vers 3 heures du matin, ils se rassemblèrent tous dans la salle de réunion pour faire une pause et manger un morceau. Alors, demanda Pritchard, les traits tirés et les cheveux couverts de poussière. Des comptes impeccables, répondit le brigadier Truston. Les factures parfaitement classées qui correspondent à la mornie près. C'est rare que des écritures soient tenues avec autant de minutie. Ça ne veut rien dire, opposa Pritchard. Nous avons bien sûr l'intention de tout vérifier scrupuleusement, se défendit le policier. On est en train de noter tous leurs contacts commerciaux et ceux qui figurent dans l'agenda, ainsi que dans le carnet d'adresses, compléta Harry. Et de votre côté? Carlist devrait avoir terminé bientôt, leur apprit Pritchard, en désignant le médicomage qui mangeait un sandwich avec un solide appétit. Moi, je fais ranger les débris de façon à pouvoir les examiner. Je ferai venir un menuisier dès qu'il fera jour. Après s'être restaurés, ils se remirent au travail. Vers 6 heures du matin, Harry et Truston firent un saut au ministère pour lancer les enquêtes sur les plus proches collaborateurs des Whitehorn et ceux qui l'avaient rencontrés les jours précédents. Ils retournèrent ensuite sur les lieux de l'accident pour accueillir les employés de l'entreprise qui n'avaient pas été joints la veille par Quentin Whitehorn et qui se présentaient sans doute à 8 heures pour prendre leur poste. Ceux-ci découvrirent avec effarement les ruines qui remplaçaient leur atelier et la dizaine de policiers et d'aurores qui avaient envahi leur espace de travail. Mis au courant, ils manifestèrent un réel chagrin à l'annonce du décès de leur patron, suivi de près par une inquiétude compréhensible au sujet de la pérennité de leur emploi. Une fois leur déposition prise, ils furent renvoyés chez eux avec pour instruction d'attendre les directives du fils du défunt. Alors que Harry et le brigadier Truston raccompagnaient l'un d'eux vers la cheminée, ils virent Bert Kittredge, l'ouvrier qui avait été présent au moment du drame, discuter avec l'un des policiers. Celui-ci lui désignait l'entrepôt, sans doute pour lui signifier qu'il devait repartir. « Mais qu'est-ce qu'il fait là » demanda l'employé qui se trouvait près de Harry. « Je suppose qu'il n'a pas compris qu'il ne pourrait pas reprendre le travail aujourd'hui, » répondit le jeune Aurore. « Mais le patron l'a fichu à la porte hier. »« Vous êtes sûr ? Il était présent au moment du drame » s'étonna Harry. « Certain ! J'étais là quand il s'est fait enguirlander et que le patron lui a dit que ce n'était pas la peine de revenir le lendemain. » Harry et Truston échangèrent un regard. Ils retinrent leur témoin et lui firent réintégrer les bureaux qu'ils venaient de quitter. « Racontez-nous ça, fit Harry. »« C'était hier matin. Kittredge a encore merdé avec les commandes. En général, il ne travaille pas trop mal, c'est même celui qui est ici depuis le plus de temps, et il en connaît un bout. L'ennui, c'est qu'il arrive régulièrement beurré, et que ces jours-là, il fait un peu n'importe quoi. Faut le comprendre, il a perdu son fils pendant la guerre, et c'est de ce moment que datent ses problèmes de boisson. Enfin, en règle générale, le patron ferme les yeux, eu égard à sa situation et aux années qu'il a travaillé pour lui. Mais hier matin, il a envoyé 15 balais au mauvais endroit, et quand on les a récupérés, ils étaient abîmés. Du coup, le patron a pris un coup de chaud et lui a dit que c'était la dernière fois et de passer à la caisse le soir pour prendre son solde. C'était donc normal qu'il ait été encore là hier soir ? Oui, il a pu essayer de se rattraper en faisant des heures supplémentaires. Généralement, il est un peu moins dans le brouillard l'après-midi. L'avez-vous vu travailler hier ? Vous a-t-il semblé en colère ? N'avez-vous rien remarqué de suspect dans son comportement ? Et vous ne pensez quand même pas que ce qu'il s'est passé est de sa faute ? Il a tendance à faire des confusions quand il est saoul, mais pas au point de faire exploser l'atelier. Nous vérifierons. Merci pour votre témoignage. Une fois l'employé parti, Harry et son assistant commentèrent ce qu'ils venaient d'apprendre. Nous n'avons rien trouvé en ce sens dans les papiers administratifs, s'étonna Harry. Whitehorn n'a peut-être pas eu le temps d'en informer sa femme, avança le brigadier Truston. Ou bien c'était juste une menace en l'air, dite sous l'effet de l'énervement. Il avait peut-être l'intention de le garder finalement. Il faudra quand même en parler avec Kittredge, répondit Harry. Oui,
Ce sera intéressant de savoir s'il nie ou non cette discussion. Mais remarquez, s'il était aussi saoul que le prétend notre informateur, il ne peut pas s'en rappeler. L'arrivée de Quentin Whitehorn et de sa mère remit à plus tard leur entretien avec l'ouvrier. Pritchard et Harry les emmenèrent dans le coin de l'entrepôt qu'ils avaient dégagé pour y placer à l'écart l'étui à balai dans lequel ils avaient déposé la dépouille. Quand tout s'était effondré, l'homme s'était protégé le visage et il avait pu être rendu présentable sans trop de mal par le médicomage. Une planche avait été clouée sur le cercueil improvisé pour masquer le corps. Les parents de la victime demeurèrent un long moment à contempler les restes de leur père et mari. « C'est bien lui ?» questionna Pritchard par acquis de conscience. Ils hochèrent la tête, les yeux remplis de larmes. Harry et son partenaire les laissèrent se recueillir sous la surveillance de l'infatigable Radford. « Vous en êtes où ?» demanda Pritchard quand ils furent suffisamment éloignés. « Il nous reste à contrôler le bureau de monsieur et des mages ingénieurs, indiqua Harry. Très bien. Au fait, je suis d'accord pour que tu délègues l'épluchage de la paperasse à ton Truston, mais tu gardes la main sur les interrogatoires, d'accord ? Compris. Quoi de neuf de ton côté ? J'ai un menuisier qui examine les morceaux que nous avons dégagés. Je dois d'ailleurs retourner près de lui pour lui indiquer la façon dont ils étaient agencés quand nous sommes arrivés. Delvin Whitehorn, la victime, avait son propre bureau. La pièce était plus petite que celle où officiait sa femme. Un des murs était tapissé d'étagères croulant sous les magazines spécialisés, des plans et des croquis. Les livres traitaient d'aérodynamisme et de résistance des matériaux. Certains venaient même du monde moldu, nota Harry avec intérêt. La table de travail était recouverte de documents, aussi désordonnés que celle de son épouse était impeccablement rangée. Harry avait remarqué que dans cette entreprise, le papier avait en grande partie remplacé le parchemin. Ce nouveau matériau, plus fin et plus lisse, était encore inégalement utilisé. Cela faisait maintenant 1 an que le produit avait été mis sur le marché et l'on pouvait évaluer le degré de résistance au progrès des sorciers en suivant son succès. Pour sa part, Harry avait adopté avec bonheur les carnets de notes, plus pratiques que les feuilles reliées qui gonflaient ses poches auparavant. Cependant, il rendait toujours ses rapports officiels sur les rouleaux traditionnels. Pendant que Truston parcourait les livres pour vérifier qu'aucun message n'y était dissimulé, Harry tria rapidement ce qui se trouvait sur le bureau. C'était en grande partie des dessins parsemés de formules qui lui évoquèrent l'arithmancie et des publications techniques annotées. Une étagère était fixée sur le mur contre lequel était placée la table de travail. Des maquettes en balsa s'entassaient dessus. C'étaient des balais, mais aussi des modèles d'anciens avions moldus, du début du siècle, évalua Harry, dans lequel on pouvait voir des minuscules mannequins représentant les pilotes. Des pots contenant crayons, règles, équerres et compas s'y trouvaient également, posés de guingois. Dans le désordre ambiant, Harry faillit le manquer. C'était un petit morceau de papier collé magiquement sur la tranche de l'étagère. Il était griffonné de la même écriture que les autres documents, celle du maître des lieux, et indiquait « Vérifiez ce que trafique Z ». Quand il le déchiffra, Harry sentit que c'était important. Une note discordante dans les éléments uniquement consacrés au balai que contenait cette pièce. Il reprit son carnet et relut rapidement ce qu'il avait inscrit depuis la veille. Aucun nom ni prénom commençant par Z ne se trouvait dans la liste des employés, des visiteurs ou des fournisseurs. Il lui faudrait vérifier également qui étaient les propriétaires des magasins de détail qui constituaient la clientèle de l'entreprise. Il jeta un regard vers le brigadier qui ouvrait méthodiquement tous les ouvrages de la bibliothèque. Il hésita, mais son expérience lui indiquait que cacher des informations à ses alliés n'était pas la meilleure manière de travailler avec eux. « Venez voir, lui dit-il. »« Z » interrogea Truston, après avoir lu à son tour. « On n'a pas croisé de nom commençant par cette lettre ?»« On n'a pas encore tout vérifié, lui rappela Harry. »« On va le faire, nota le brigadier, en ouvrant son propre carnet.
Ne trouvant rien d'autre d'intéressant autour du bureau, Harry entreprit d'aider le policier. Ils étaient absorbés par leurs tâches quand une voix venant de la porte les fit sursauter. « Mais qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous » Whitehorn paraissait furieux et sa mère derrière lui choquée. « Nous sommes désolés, répondit Harry, mais nous devons encore vérifier certains éléments. Écoutez, monsieur Potter, reprit le fils de la victime, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je vous demande de quitter immédiatement les lieux. Je suis profondément indigné par votre attitude et par le manque de considération que vous avez pour notre deuil. Harry en resta sans voix. Objectivement, ils avaient peu d'éléments contredisant la thèse de l'accident. Peut-être faisait-il tout cela pour rien et qu'il blessait inutilement une famille déjà malmenée. Il ressentit tout à coup toute la fatigue accumulée durant la nuit et la matinée. « Nous comprenons que cela soit difficile, répondit à sa place Truston. Mais si vous nous laissez faire notre travail, nous en aurons plus vite terminé. Au fait, nous aurions une question à vous poser à propos de Mr. Kittredge. On nous a rapporté que M. Whitehorn l'avait mis à la porte hier. Or, il s'est présenté à son poste ce matin. » Les deux Whitehorn se regardèrent, et à leur air interrogateur, Harry réalisa qu'ils apprenaient de leur bouche le renvoi de leur ouvrier. « Mon mari ne m'en a pas parlé, répondit la veuve. Je sais qu'il y a eu un problème, vu que je suis restée 1 heure devant ma cheminée à tenter d'arranger les choses. Notre priorité de la matinée a été de nous expliquer avec les clients non livrés. Ensuite, Devlin est parti en rendez-vous tout l'après-midi, et il était rentré depuis à peine une demi-heure quand... c'est arrivé. Il est tout à fait possible qu'il ne m'en ait pas parlé. Je pense qu'une fois calmé, il avait changé d'avis. Kittredge a des problèmes, parfois, mais c'est un employé dévoué qui travaille pour nous depuis des années. Il est hors de question de nous passer de lui maintenant, remarqua son fils. Il a un coup de main que les autres n'ont pas. Il se tut un instant et demanda. Avons-nous le droit d'aller dans le bureau de ma mère? Nous devons traiter en urgence certaines affaires et prévenir nos clients que les commandes auront du retard. Harry interrogea Truston du regard qui hochait distraitement la tête. Ils avaient d'ores et déjà copié un certain nombre de documents. Les Whitehorn pouvaient donc y accéder sans entraver l'enquête. « Une dernière chose, Mr. Whitehorn, reprit Harry. Votre père vous avait-il parlé de quelqu'un dont le nom ou le prénom commence par AZ et qui trafiquerait quelque chose? » « Trafiquer? Dans quel sens? Demanda l'épouse. « Qui aurait fait des irrégularités, précisa Harry, en espérant bien interpréter la note sibylline du défunt. « Je ne vois pas, répondit Quentin Whitehorn, alors que sa mère secouait négativement la tête. Ils les laissèrent partir et terminèrent leur examen du bureau de la victime. Ils ne trouvèrent rien d'intéressant. Ils prirent le petit mot qui avait éveillé l'intérêt de Harry et firent une copie des divers documents entassés sur la table de travail. Ils sortirent de la pièce d'un pas lourd et rejoignirent l'équipe qui s'affairait autour de ce qui restait de l'atelier. Harry consulta sa montre. Il était près de midi. Il espéra pouvoir bientôt rentrer chez lui. Pritchard, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil, discutait avec une personne qui parut vaguement familière à Harry. « Potter, voici Elijah Dubois. Il est charpentier, » lui présenta Pritchard. « Mon fils Olivier m'a souvent parlé de vous, » indiqua l'artisan. La réflexion ralentie par la fatigue, il fallut quelques secondes à Harry pour retrouver la mémoire. « Je crois que nous nous sommes déjà croisés à une Coupe du Monde de Quidditch, il y a une 10aine d'années, finit-il par se souvenir. L'homme parut très flatté d'avoir marqué l'esprit du survivant. « Truston, continua Pritchard, pouvez-vous faire venir quelqu'un pour assister Mr. Dubois cet après-midi? Il faudra sécuriser la zone pour que personne ne puisse y fourrer son nez. Et dans les bureaux, où en êtes-vous? » « Il nous reste encore à visiter celui des mages ingénieurs, indiqua Harry. À ce propos, nous avons trouvé des éléments intéressants dans celui de Whitehorn. Bouclez la salle de travail des mages ingénieurs et allez vous reposer, ordonna Pritchard. On se retrouve au QG à 8 heures demain matin. Dubois, vous avez besoin de quelque chose en particulier? Peut-être de faire venir un de mes aides, mais j'ai amené tout mon matériel. D'accord,
Je vous laisse sur place, mettez toutes vos conclusions par écrit et envoyez-les-moi dès que vous pouvez. Bien, monsieur l'Aurore. Harry et le brigadier allèrent poser des sceaux magiques sur le bureau des mages ingénieurs et prévinrent les Whitehorn de leur départ imminent. Ils retrouvèrent Pritchard près de la cheminée de l'entrepôt et arrivèrent à la queue leu-leu dans l'atrium du ministère. Après une brève discussion, Pritchard accepta que les copies faites des papiers administratifs et des notes de Devlin Whitehorn soient amenées dans le service de la police magique pour examen. Mais ils gardèrent pour leur dossier l'annotation concernant le fameux Z. Quand Harry arriva dans sa cuisine, Créature vint à lui plein de sollicitude. Bien qu'il soit l'heure de déjeuner, Harry déclina l'offre d'un repas et enregistra vaguement que Ginny lui avait laissé un mot avant de partir. Il se hissa jusqu'à sa chambre et s'effondra tout habillé sur le lit. Il se réveilla en pyjama, confortablement installé sous les draps. Son fidèle serviteur était sans doute venu s'occuper de lui. Il descendit à la cuisine, encore un peu vaseux. Il était 6 heures du soir et Ginny n'était toujours pas rentrée. Il accepta cette fois le dîner qu'il aurait dû manger la veille. Alors qu'il attaquait le plat de résistance, Ginny arriva. « Ah, tu es là, tu dois être épuisée. »« J'ai dormi cet après-midi, » la rassura-t-il. « La journée s'est bien passée ?»« Rien de particulier. »« Ah si, on a entendu à la radio que le fondateur des ballets Nimbus est mort. C'est pour ça que tu es restée debout toute la nuit ? » ?»« Oui, mais n'en parle pas autour de toi. »« Pourquoi ? Ce n'est pas un accident ? » ?»« C'est encore trop tôt pour le savoir. » Elle ne demanda plus rien et il termina son assiette. À peine finissait-il son dessert que Ron débarquait avec George. « Dis Harry, » commença Ron sans même dire bonjour. « C'est vrai que Whitehorn est mort ? Tu as des tuyaux là-dessus ?» « Tu le connaissais, s'enquit Harry, répondant indirectement à la première question par l'emploi du passé. « Tout le monde le connaissait, justifia Ron. Je veux dire, dans l'artisanat magique. Il est le candidat le mieux placé pour être notre prochain maître de guilde. » Harry savait que les guildes étaient consultées pour les projets de loi les concernant et qu'elles participaient à la nomination du ministre de la magie. Cela donnait à cette affaire des prolongements inquiétants. « Quand doit se tenir l'élection ?» s'enquit-il très intéressé. « Dans moins d'1 mois, » répondit sombrement George. « C'est une catastrophe. Whitehorn était le seul à avoir une chance contre Flamel. »« Flamel ?» releva Harry, se demandant ce que l'alchimiste venait faire dans cette histoire. « Aurelian Flamel, » lui expliqua Ron, actuel maître de guilde et patron des plomberies magiques Flamel. Avec Flamel, votre plomberie, c'est de l'or. C'est son entreprise qui a équipé ma maison. »« Ah d'accord. Y a-t-il d'autres candidats à votre élection ?»« Oui, Sylviane Dunstan et Archibald Shawbridge. Mais ils sont loin de faire l'unanimité. Ils ne peuvent espérer plus de 10% des suffrages. C'est entre Flamel et Whitehorn que cela se jouait. »« Oui, Sylviane Dunstan et Archibald Shawbridge. Mais ils sont loin de faire l'unanimité. Ils ne peuvent espérer plus de 10% des suffrages. C'est entre Flamel et Whitehorn que ça se jouait. »« Dunstan, cela me dit quelque chose. C'est celui qui s'était présenté contre Kingsley il y a 5 ans, lui rappela Ginny. Harry resta un moment songeur. Avait-on éliminé Whitehorn pour des raisons politiques ? Au fait, un sorcier dont le nom commence par Z, vous penseriez à qui ? Demanda Harry. Zonko, répondit Ron et George sans hésiter. Pourquoi lui ? Insista Harry. Parce que c'est notre principal concurrent, justifia Ron. Et puis, il fait partie des commerçants les plus connus. Moi, j'aime bien le vieux Zonko, il est sympa. Je croyais qu'il était votre concurrent, remarqua Ginny. En fait, il nous était assez hostile quand Fred et moi avons commencé, expliqua George. Mais on a décidé de ne pas le prendre de front et nous n'avons pas proposé les mêmes produits que lui. On le fait toujours. On ne vend que des inventions maison ou des références importées de l'étranger qu'on ne trouve ni chez Zonko, ni chez Pirouette et Badin. Zonko pourrait se présenter pour être nommé maître de guilde, s'enquit Harry. Il aurait des chances d'être élu, jugea Ron.
Il est très populaire et il a aidé beaucoup de gens pendant la guerre. J'ai entendu dire qu'il a accueilli des sorciers qui sont passés côté Moldu. Tu crois que, vu les circonstances, il reprendrait le flambeau ? Questionna Harry. Ça m'étonnerait. Tout le monde pensait que ce serait lui qui chercherait à faire tomber Flamel, mais il a annoncé que cela ne l'intéressait pas, et il s'est même retiré des affaires, réfuta Ron. C'est son fils aîné qui tient la boutique maintenant, et lui, je ne crois pas qu'il ait les épaules assez solides pour la fonction. De quoi est mort Whitehorn ? Insista George. Son atelier lui est tombé dessus, répondit Harry, qui ne considérait pas cette information comme secrète. Les aurores enquêtent à ce propos, s'enquit Ron ? Les aurores enquêtent sur toutes les morts subites, lui rappela Harry. Et 90% d'entre elles se trouvent être naturelles ou accidentelles. Après qu'il eut convaincu ses deux beaux-frères que non, il ne savait rien de plus et que même s'il avait d'autres éléments, il ne les révélerait pas, il arriva à se rendre dans la bibliothèque pour rédiger son rapport sur la nuit passée avant d'en oublier les détails. QG des aurores, à 8h pile le lendemain matin, Pritchard était déjà sur place en train de lire la Gazette. « C'est en une, annonça-t-il à Harry. Notre amie Rita s'en donne à cœur joie. Il semble en outre qu'on ait une dimension politique à prendre en compte. » Je sais, indiqua Harry. Il s'était présenté pour devenir maître de guilde et avait de bonnes chances d'être élu. Je vois que tu as potassé le sujet, toi aussi. Tiens, mais voici ton copain. Brigadier, le salua Harry en lui tendant la main. Messieurs les aurores, répondit cérémonieusement le policier, je vous amène le dossier qui a été établi hier par mes services sur Delvin Whitehorn. Savez-vous qu'il était candidat à l'élection du maître de l'artisanat magique ? Nous en parlions justement, répliqua Pritchard, qui semblait avoir à cœur de ne pas laisser ses concurrents marquer des points. Avez-vous quelque chose sur Aurelian Flamel ? Demanda Harry. Il me paraît être le premier bénéficiaire de cette disparition. Je vous ai apporté son dossier aussi, fit Treston, en lui tendant un rouleau de parchemin gros comme un bras d'Hagrid. Figurez-vous qu'il n'est pas très net, celui-là. Nous sommes pratiquement sûrs qu'il y a de grosses irrégularités dans les modalités d'attribution des marchés importants concernant l'artisanat de ces dernières années. Mais personne ne veut en parler et notre enquête est au point mort. Par contre, toutes mes équipes sont sur les noms que nous avons récoltés cette nuit. Harry se demanda à quelle heure il était arrivé ce matin-là. À moins qu'il ait travaillé la veille pendant qu'il partait dormir. Je pensais avoir précisé que nous nous chargions des interrogatoires, remarqua froidement Pritchard. Et les enquêtes de voisinage ? Vérification des antécédents et des liens familiaux, répliqua tout aussi sèchement Truston. Le fait que les aurores déléguaient parfois les aspects les moins intéressants de leurs enquêtes à la police magique n'arrangeait pas les relations entre les deux services. Pour leur part, Harry et son coéquipier n'en abusaient pas, mais certains de leurs collègues exagéraient. Pritchard, qui en était également conscient, fit machine arrière. « Nous vous remercions pour cette initiative, lâcha-t-il, en se forçant à sourire. Il est vrai que cette affaire prend de l'ampleur et qu'il y aura de quoi occuper tout le monde. » Si on échangeait nos rapports, suggéra Harry. Pritchard ne parut pas goûter la proposition de son coéquipier, mais Harry ne voyait pas comment ils pourraient travailler efficacement en se cachant mutuellement les éléments du dossier. Une demi-heure plus tard, ils émergèrent de leurs lectures respectives. « Il nous manque encore les conclusions de Dubois, rappela Pritchard. « Que penses-tu du mystérieux Z ? Demanda Harry. « C'est un peu vague, minimisa Pritchard à la grande déception de Harry. Ça pourrait être Zonko, dont le nom a également été avancé comme candidat à l'élection du maître, insista Harry. On verra s'il en profite pour se présenter, tempéra l'Aurore senior. Il faudrait quand même savoir si on a beaucoup de non-sorciers commençant par Z, renchérit Truston. De toute ma scolarité à Poudlard, je n'en ai croisé que 2, Zabini et Zeller, se souvint Harry. Et si c'était un prénom, supposa Pritchard. Zacharias, par exemple. J'y ai réfléchi, répliqua Harry. Si cela avait été quelqu'un qu'il connaissait assez bien pour l'appeler par son prénom, sa femme et son fils en auraient entendu parler. On leur demandera, accepta Pritchard. Je pense débuter par Flamel. Et Kettridge, l'employé qui a un problème avec la boisson, rappela Harry. Oui,
Lui aussi aura le droit à une petite visite. Il doit être de retour au travail ce matin, avança le brigadier. On va donc commencer par retourner à la fabrique Nimbus, précisa Pritchard. Truston, je compte sur vous pour nous faire un rapport définitif sur la santé financière de la compagnie et nous donner un dossier le plus complet possible sur Aurelian Flamel. Entendu, répondit le brigadier avec un sourire contraint avant de repartir docilement vers son service. De retour aux établissements Nimbus, ils passèrent devant l'atelier, maintenant protégé par un dôme magique semblable à celui que Harry et ses amis invoquaient pour protéger leur tante pendant leur mois d'errance. Ils pénétrèrent dans le bâtiment qui abritait les bureaux. Mrs. Whitehorn, son fils et tous leurs employés étaient autour de la grande table en pleine réunion. L'attention générale convergea vers les nouveaux arrivés. « Messieurs, dames » les salua Pritchard. Quentin Whitehorn leur lança un regard glacé et termina le discours qu'il était en train de prononcer. « Nous vous recontacterons dans 2 jours pour vous informer si l'entreprise peut rouvrir ou pas. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore le déterminer. » « La compagnie Nimbus ne peut pas fermer, s'insurgea Berthe Kettridge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend du temps qu'il nous faudra pour reconstruire l'atelier, répondit Whitehorn fils. Je sais que vous connaissez tous les secrets de fabrication, Berthe, ajouta Mrs. Whitehorn. Mais Delvin avait un tour de main qu'aucun de nous ne peut égaler. Il nous faudra peut-être admettre que, sans lui, l'entreprise n'existe plus. Vous pouvez compter sur nous pour faire notre possible pour rester ouvert, insista Kettridge. Je vous en remercie tous d'avance, sourit tristement la veuve. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, conclut son fils. Je pense que nous nous reverrons demain après-midi. Il parle de l'enterrement, comprit Harry. Les employés se levèrent lentement et commencèrent à sortir. Harry salua Cathy de la tête quand elle passa auprès de lui. Dis, Harry, quand pourrais-je avoir accès à mon bureau ? Harry avait complètement oublié qu'il avait encore cette pièce à vérifier. Je devrais le libérer cet après-midi, promit-il, désolé d'être obligé de garder une certaine distance avec elle tant que l'enquête était en cours. Après l'avoir suivie des yeux alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Harry chercha Berthe Kettridge du regard. Il échangeait quelques mots avec ses patrons sous la surveillance discrète de Pritchard. Quand l'ouvrier vint vers eux pour sortir à son tour, l'Aurore lui demanda « Mr. Kettridge, pouvons-nous vous voir un instant ?»« Qu'est-ce que vous lui voulez encore ?» s'interposa Quentin Whitehorn. « Lui parler, répliqua tranquillement Pritchard. Si vous n'appréciez pas notre façon de faire, vous pouvez vous adresser au ministère, département de la justice magique. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser avec Mr. Kettridge. » Mrs. Whitehorn prit le bras de son fils et répondit à sa place. « Vous nous trouverez dans mon bureau, » dit-elle avec dignité avant de se retirer avec Quentin. D'un geste, Pritchard invita Kettridge à se rasseoir à la grande table. Lui et Harry se placèrent en face de lui. « Nous avons entendu dire que vous aviez été licencié par Delvin Whitehorn, » attaqua Pritchard. L'homme sursauta et un tic déforma son visage rougeau. « Il m'arrive de... Je travaille depuis 35 ans pour le patron. Il nous est arrivé de nous accrocher de temps en temps, mais il m'a toujours gardé. Nous avons cru comprendre que vos accrochages étaient plus fréquents ces dernières années et que cette fois-ci, le renvoi était définitif. Il m'aurait repris, il m'a toujours repris, répondit l'ouvrier en secouant la tête. Et si vous aviez eu peur qu'il ne le fasse pas, questionna Pritchard. Si vous aviez paniqué, si vous vous étiez dit que la seule façon de garder votre boulot, c'était de vous rendre indispensable. Vous ne croyez tout de même pas, mais vous êtes fou. J'ai commencé avec lui tout au début, il y a près de 40 ans. Il n'y avait même pas de Mrs. Whitehorn à l'époque. On travaillait dans une remise minable. Il avait des idées et une formation de mage-ingénieur. Moi, j'avais appris à enchanter le bois, on faisait tout nous-mêmes. On a trouvé le nom de marque, dessiné les étiquettes, on faisait le démarchage, les livraisons, tout. Vous croyez que j'aurais pu lui faire ça? Faire ça à sa dame et à Monsieur Quentin? Jamais!
L'homme tremblait de tous ses membres sous le coup de l'émotion, et ses yeux étaient rougis. Il sortit sa baguette de sa poche d'un geste vif et la posa sur la table dans un claquement sec. « Vous pouvez l'examiner. Il n'y a aucun sort noir là-dedans. Je n'ai jamais tué quelqu'un, et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Même quand ils m'ont pris mon Johnny, je ne l'ai pas fait. Vous croyez que pour garder mon boulot, j'aurais fait ce que je n'ai pas fait pour sauver mon garçon ?» C'est Harry qui le regardait maintenant, le sommant de répondre. Pritchard lança un prior incantato par acquis de conscience. Mais l'ouvrier ne s'intéressa même pas au résultat. « Je vous le jure, monsieur le survivant, insista-t-il. Je vous le jure sur la tête de mon Johnny. Je n'aurais jamais touché un cheveu du patron. » Harry hocha lentement la tête. Il était certain que l'homme disait la vérité. « Ce sera tout pour aujourd'hui, fit Pritchard. »« Faut que vous nous laissiez continuer, poursuivit l'ouvrier, sans bouger d'un pouce. On ne peut pas arrêter de fabriquer des Nimbus. Ce sont les meilleurs balais d'Angleterre. Le patron ne s'est pas battu comme il l'a fait pour que ça s'arrête parce qu'il n'est plus là. Nous voulons juste savoir comment c'est arrivé, lui assura Harry. C'était un accident. Peut-être, répondit Pritchard, mais nous devons le vérifier. Vous pouvez rentrer chez vous, Mr. Kittredge. L'homme les regarda, visiblement non convaincu de s'en tirer à si bon compte. Il reprit sa baguette et s'en fut d'un pas incertain. Une fois l'ouvrier disparu, Pritchard entraîna Harry dans le bureau où se trouvait la famille de la victime. « Il va falloir qu'on mette les choses au point avec eux, indiqua-t-il en frappant à la porte. Sur injonction de Mrs. Whitehorn, ils entrèrent. « Je suis bien conscient du caractère difficile que notre enquête peut avoir sur vous, commença Pritchard, sans leur laisser le loisir de parler. Mais Mr. Whitehorn était une personnalité importante dans notre communauté, et il briguait un poste sensible. Nous ne pouvons pas conclure à un simple accident sans nous assurer que c'en est bien un. Le fait qu'un toit en parfait état ait cédé ne va pas précisément dans le sens du hasard malheureux. « Vous pensez qu'on l'a assassiné ?» demanda Mrs. Whitehorn d'une voix troublée. « Nous ne pouvons ignorer cette possibilité. » « Quel rapport avec Bert Kittredge ?» s'enquiquanta Whitehorn. « Il a été mis à la porte par votre père avant-hier matin et il est aujourd'hui devenu indispensable du fait de son ancienneté. Il a un excellent mobile. » La mère et le fils les fixèrent du même regard médusé. « C'est écœurant d'imaginer une chose pareille, déclara Quentin. « Berthe fait pratiquement partie de la famille, s'indigna Mrs. Whitehorn. En 20 ans chez les Aurores, j'ai hélas perdu toutes mes illusions sur la nature humaine, répliqua Pritchard. Les Whitehorn ne répondirent pas, se contentant de les regarder d'un air à la fois affolé et dégoûté. Nous avons encore le bureau de vos mages ingénieurs à visiter, et ensuite nous devrions en avoir terminé. D'ici demain, je pense que nous en aurons également fini avec l'atelier. Vous y aurez de nouveaux accès après-demain. Mrs. Whitehorn hocha la tête pour signifier qu'elle avait entendu. Harry et Pritchard sortirent. Ils fouillèrent sans entrain la pièce où Cathy travaillait. Ils y découvrirent des magazines spécialisés, des croquis et des calculs. Ils les regardèrent mais ne trouvèrent aucune phrase suspecte se promenant au milieu des équations. Pour plus de sûreté, ils firent des copies de toutes les mentions manuscrites. Quand ils eurent terminé, Pritchard alla signifier à leurs hôtes involontaires qu'il partirait, puis donna des directives aux policiers qui gardaient le bâtiment effondré avant de regagner le ministère avec Harry. En revenant au QG, ils mangèrent rapidement un sandwich, puis se plongèrent dans le dossier d'Aurelian Flamel, qu'ils n'avaient fait que survoler le matin. La compagnie Flamel Plomberie existait depuis au moins 3 générations. L'entreprise avait connu un fort développement 20 ans auparavant, quand la communauté magique avait rénové les habitations détruites par les Mange-Morts durant la Première Guerre. Les suites de la Seconde lui avaient également été profitables. Comme l'avait signalé Ron à Harry, Flamel avait remporté le marché des maisons moldues aménagées à la mode sorcière. Un système d'adduction d'eau magique avait remplacé la tuyauterie moldue, le tout ayant été commandité et payé galion sur l'ongle par le ministère. Si Aurelian avait utilisé sa position pour récupérer ce juteux contrat,
Cela avait sans doute fait grincer quelques dents. Le temps qu'ils épluchent le dossier, il faisait déjà nuit. Harry rentra chez lui, la tête bourdonnante de questions sans réponse. Ginny sentit qu'il avait envie de penser à autre chose et lui raconta la dernière prise de bec entre Mrs. Norris et l'infirmière du club. Il finissait de dîner quand Ron passa au square Grimore. « Du nouveau sur Whitehorn » demanda-t-il. « On fait une enquête de routine » répondit Harry. « Aucune équipe ne s'entraînera demain en signe de deuil » leur signala Ginny. « Personne ne fera ses courses non plus » compléta Ron. « Toutes les boutiques seront fermées, on va tous à l'enterrement. »« À ton avis, il y aura combien de personnes » demanda Harry, pour se préparer à ce qu'il attendait. « Entre les fans de vol sur balai et les artisans, je ne sais pas. On sera au moins 200. » Harry nota mentalement de vérifier le lendemain si le ministère avait bien pris ses dispositions pour rendre l'événement invisible aux yeux des moldus. « Je pense que je ferais bien d'aller me coucher » annonça Harry, songeant à tout ce qui lui restait encore à contrôler avant de refermer le dossier.